Bonjour, merci beaucoup à vous tous d'être encore là cette semaine. Donc, nous allons continuer dans ce voyage vers la biodiversité avec une perspective très épigénétique. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la diversité surtout au sein des individus qui créent une diversité, bien sûr, au sein d'une espèce et d'un écosystème. Finalement, je ne vais pas beaucoup parler d'écosystème aujourd'hui. Je pensais aller jusqu'aux bactéries et l'intestin, mais ça ne sera pas aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. Voilà, je vais commencer en faisant un bref résumé du cours de la semaine dernière, où on a beaucoup parlé de la plasticité phénotypique et la plasticité développementale aussi, et le polyphénisme, comment à partir des individus qui ont exactement le même génotype, on arrive à avoir des phénotypes, des caractéristiques qui sont totalement différentes. On a parlé beaucoup des criquets, les criquets qui partent en nuage, enfin en voyage, qui massacrent des régions entières de leur verdure parce qu'ils se transforment des individus très timides, solitaires, à des individus très voraces et très grégaires et qui partent ensemble avec un impact très important. Alors, cette transition, je vous l'avais dit, ça se passe, en tout cas au niveau du comportement, en quelques heures. Et ensuite, à travers les générations, surtout via la mère, il y a une augmentation de cette phénotype de grégarité et de changements phénotypiques que vous voyez ici, des couleurs très prononcées dans la version grégaire de ces criquets par rapport à la version solitaire. Cette transmission à travers la mer se passe de manière, on peut dire, épigénétique, mais c'est via une molécule qu'elle dépose sur l'œuf. Donc je pense que c'est un joli exemple d'un changement épigénétique, mais qui n'a rien à voir avec la chromatine, en tout cas pas de première vue. Mais c'était juste un exemple. Il y en a des milliers et j'en ai choisi celui-ci parce que j'ai trouvé que c'était celui où on avait le plus de détails mécanistiques, mais dans la plupart des cas, dans la nature et même dans le laboratoire, nous n'avons pas beaucoup d'indications par rapport aux mécanismes qui induisent ces changements et qui les propagent. Comment on passe de ce même génotype à divers phénotypes très différents et comment un changement environnemental peut déclencher ces changements. Donc c'est clairement une question d'épigénétique, mais telle que Waddington l'avait définie dans les années 40, le lien entre le génotype et le phénotype en prenant en compte l'environnement. Donc voilà, je ne sais pas si le cours est encore en ligne, j'espère. Il sera en ligne s'il n'a pas été déjà mis en place, de la semaine dernière en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui on va parler plus de la biodiversité au sein des individus et au sein des populations des cellules. C'est une question qui fascine les scientifiques depuis des années parce qu'ils ont remarqué, comme vous voyez ici, dans les années 30, que les mouches à vinaigre, les mouches drosophiles, ont parfois des yeux. Il y a des mutants qui ont des yeux avec pas une couleur homogène, mais avec une couleur qui est en tache. Pareil pour les travaux de McClintock dans les années 40-50, où elle avait remarqué chez le maïs qu'il y avait ce phénomène de variégation. Chez les levures aussi, on retrouve cette variégation. Et même, là, c'est une population de bactéries où on peut avoir un marqueur fluorescent qui s'exprime ou pas, et on voit qu'on peut avoir des populations clonales qui sont totalement différentes au niveau de l'expression de ce marqueur. Donc comment, à partir effectivement du même génotype, on arrive à avoir ces différents phénotypes? Bon, dans certains cas, et ça c'est une partie du cours aujourd'hui, c'est en fait le génotype peut changer. On peut avoir des changements au niveau de la séquence de l'ADN. C'est quelque chose qui a été déjà
imaginée par McClintock, parce qu'en fait, il s'agit des éléments transposables qui peuvent sortir d'un locus. Donc ça, c'est un événement, on va dire, au niveau de la séquence de l'ADN. Ce n'est pas forcément épigénétique, mais il y a aussi des changements épigénétiques, les changements au niveau de l'expression des gènes qui sont stables, mais qui ne sont pas liés à un changement de la séquence de l'ADN. Et donc, voilà, je vous montre en dessin un petit peu les différents cas de figure. La levure, comme je l'ai dit, l'œil de la drosophile. Ici, il s'agit d'un gène white qui, quand il est juxtaposé à des régions qui sont hétérochromatiques, peut ou pas être exprimé. Et donc, c'est pour ça que cette décision est prise au cours du développement de l'œil et ensuite est propagée. Et c'est pour ça que nous avons ce caractère de rouge quand le gène est exprimé et de blanc quand le gène n'est pas exprimé. Et chez la souris aussi, il y a des cas des transgènes qui sont affectés au cours du développement ou au cours de l'hématopoïèse. Et on trouve des populations de cellules qui expriment ou pas ces transgènes. Et encore une fois, ça peut être lié à l'environnement chromatinien. Et aussi chez la levure, où la proximité au télomère, aux extrémités des chromosomes, peut avoir une influence sur l'expression d'un gène. Donc je voulais quand même vous faire remarquer que c'était... enfin, pourquoi on parle de l'épigénétique quand on parle de ce type de changement? C'est parce que quand on regarde des individus qui portent une mutation pour un facteur épigénétique, on voit que la fréquence de ces événements de variégation, de mosaïcisme, peuvent changer et l'étendue de cette variégation. Et en fait, c'est comme ça que les premiers modificateurs épigénétiques ont été identifiés. C'est en faisant des cribles, en regardant ce type de phénotype qui pouvait varier, où on a isolé les premiers gènes qui étaient impliqués dans ce processus. Et c'est comme ça qu'on a trouvé, par exemple, les facteurs qui influencent l'hétérochromatine comme SUF3-9, enfin, tout un tas de facteurs. Et j'en ai parlé lors de mon cours en 2015 de tous ces aspects-là, les différents acteurs épigénétiques. Et donc, c'était avec ce type de phénotype que on a identifié au départ l'existence des facteurs et ensuite on les a caractérisés. On a réalisé que très souvent, c'est des facteurs qui sont associés à la chromatine, mais pas toujours. Et donc un autre exemple que j'aime beaucoup, comme vous le savez tous, c'est l'inactivation du X. Mais c'est un exemple qui montre quand même de manière très, très prononcée l'aspect un peu stochastique de tout ce processus. Ici, je vous montre, c'est un papier qui a été publié il y a quelques années, où les chercheurs ont pris des souris qui sont quasiment isogéniques, c'est-à-dire il n'y a pas de polymorphisme entre des individus, ou très peu. Ils ont simplement inséré des protéines fluorescentes à côté d'un gène, ou fusionnées à un gène, sur le chromosome X. Et le processus d'inactivation du chromosome X, qui est un processus épigénétique par excellence et qui a lieu au cours du développement, et on va revenir sur ça encore tout à l'heure, mais en tout cas, inactive soit l'un, soit un X, soit l'autre. Donc, soit le gène qui est vert, en fait, qui exprime une protéine verte, soit le gène qui exprime une protéine rouge. Donc, le même gène, mais simplement étiqueté différemment sur les deux chromosomes X. Et ici, vous voyez que dans différents tissus, on voit ce mosaïcisme. On voit, par exemple, ici, c'est la peau, ici, c'est la cornée. Ici, on voit la cochlée. Et donc, en fait, on voit des mélanges de cellules rouges et vertes dans les différents tissus d'un individu. Mais ce qui est important, c'est que quand on regarde différents individus qui sont quasiment identiques génétiquement, sauf pour ces gènes verts et rouges sur les deux X, on voit que ces souriceaux, qui sont des sœurs de la même portée, montrent des degrés très différents de rouge et vert et des profils de rouge et vert très différents. Et ça se voit aussi dans leur cochlée. On voit que parfois on a beaucoup plus de rouge, parfois beaucoup plus de vert, et ça varie. Donc c'est une variation phénotypique au sein d'un individu, mais ça se traduit bien sûr par une variation entre les individus.
d'où mon intérêt par rapport à la biodiversité, parce que ça veut dire, avec un phénomène qui est au départ stochastique et ensuite devient épigénétique dans le sens mémoire cellulaire, on arrive à avoir des individus qui sont très différents. Et donc, ça peut avoir, bien sûr, des implications importantes pour la survie éventuellement de ces individus. Donc voilà, ici, je vous montre comment on imagine. Les deux chromosomes X sont actifs au départ, et puis un des deux est inactivé de manière aléatoire. Et cet côté aléatoire, c'est le côté qu'on va dire est stochastique. Je vais revenir sur ça plus tard dans le cours, si j'ai le temps. Mais une fois que ce choix a été fait, on arrive à avoir une mémoire cellulaire où la cellule a choisi d'inactiver soit le chromosome avec le marqueur rouge, soit le chromosome avec le marqueur vert. Ici, c'est orange et noir, ce n'est pas grave. Et puis ensuite, ce choix est propagé grâce à des acteurs chromatiniens et autres. Donc là, c'est la mémoire cellulaire, le côté épigénétique. Donc ça, c'est un exemple développemental qui doit avoir lieu au cours du développement chez les femmes ou chez les embryons femelles, sinon elles meurent. Et ici, je vais vous montrer un autre exemple que j'ai souvent soulevé dans mes cours, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup chez les mammifères. Ça, c'est un cas d'une épimutation, un changement épigénétique qui est transmis à travers les générations. Mais ici, ce que je vous montre, c'est qu'à partir d'une portée d'une mère qui porte cette épimutation, on peut avoir toute une gamme de phénotypes. Donc là, c'est les mêmes génotypes, mais des phénotypes différents. Et c'est dû à l'insertion d'un élément transposable qui existe dans cette lignée de souris depuis longtemps. Et on ne sait pas comment cet élément transposable est arrivé là, mais en tout cas, il est arrivé. Et ensuite, cet élément transposable peut ou pas être méthylé, peut ou pas être épigénétiquement marqué. Et ça influence l'activité du gène à côté, le gène qui s'appelle agouti. Et ce gène a un impact non seulement sur la couleur du pelage, mais aussi sur l'obésité. Et donc, en fait, on a différents degrés d'expression de gènes et donc différents degrés de méthylation de cet élément transposable à côté. Et ça, c'est quelque chose qui est influencé par l'environnement, et par la nutrition en tout cas, et donc je vais revenir sur ça au prochain cours. Mais c'est un exemple très, très beau de comment un élément transposable peut être lié à ce type de changement de statut, de phénotype, d'expression de gènes, et peut être propagé. Et comme je l'ai dit lors de mes cours en 2017, les éléments transposables attirent souvent la machinerie épigénétique et donc sont très souvent liés à ce type de phénotype qui influence les gènes à côté. Et ici, je vous montre de manière plus précise le gène agouti avec l'élément transposable à côté. Quand l'élément n'est pas méthylé, le transposon peut être exprimé et du coup interfère avec l'expression de ce gène. Quand cet élément est méthylé, le gène peut être exprimé correctement. Et donc c'est le degré de méthylation ou pas qui peut changer clairement entre les individus qui fait que nous arrivons avec des individus si différents. Néanmoins, cet état méthylé peut être transmis de manière stable à travers les générations. Donc on arrive à toujours trouver des souris à partir d'une souris qui est plus ou moins méthylée ici, dans sa lignée germinale, on arrive à voir la transmission de l'état méthylé. Donc, et chez les plantes, il y a beaucoup d'exemples. J'ai déjà parlé des tomates la semaine dernière, et puis je vous montre encore ici le cas de ce gène CNR qui, en fait, n'est pas correct, enfin, qui peut être, son expression peut être, enfin, c'est un mutant CNR avec le gène CBP, et un élément transposable peut interférer, pareil, avec son expression. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que cette épimutation est très stable à travers les générations, mais est métastable dans les cellules somatiques. Donc, on arrive à avoir des tomates où les cellules changent d'avis par rapport à l'expression de SBP. Donc SBP redevient exprimé et donc du coup on arrive à voir des taches de couleur. Donc là c'est un cas, et en fait je le fais exprès, c'est très subtil, mais là je parlais de stochasticité et épigénétique parce qu'effectivement pour les processus comme l'inactivation du X,
ou même pour cette variabilité au cours du développement d'agoutis, on pense qu'il y a des phénomènes stochastiques qui permettent une mise en place de quelque chose au cours du développement. Ici, je parle d'épigénétique et stochasticité parce qu'en fait, on pense que l'état est bien homogène réprimé, mais dans les cellules somatiques, on arrive à réactiver le gène dans certaines cellules. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore assez mystérieux, mais qui intéresse beaucoup les gens parce que, par exemple, au cours du vieillissement, on pense qu'il y a peut-être plus de métastabilité. Et ici, je vous montre un autre exemple qui est l'exemple de Mantled. C'est une autre épimutation qu'on trouve dans le palmier à huile, qui est un produit très important en Indonésie et dans différentes parties du monde. La production de cette plante est très importante pour son huile. Mais malheureusement, c'est une épimutation qui a des effets très nocif sur l'expression d'un gène qui perturbe son expression. Donc, c'est un gène qui est développemental, un gène homéotique. Et quand il y a cet élément transposable qui a été découvert par le laboratoire de Rob Martinson il y a quelques années, dans les plantes de palmiers, pour les propager, les gens font de la culture in vitro des cellules méristématiques. Et en fait, il se trouve que cet élément transposable peut être plus ou moins méthylé. Et la perte de méthylation conduit à l'expression d'effectifs de ce gène, DEF1, le gène homéotique. Donc en fait, l'épissage de son ARN ne se passe pas comme il faut, donc on a une absence de protéines correctement exprimées au cours du développement. Et donc on arrive avec ces plantes qui produisent des graines qui ne sont pas du tout utiles pour la production. Et c'est un processus qui arrive très souvent. Donc pour les milliers de kilomètres carrés plantés pour faire pousser ces palmiers, il y en a, je pense que 10% qui en fait donnent le phénotype correct. Donc c'est un gâchis énorme. Et maintenant qu'on a compris pourquoi il y a ces deux états, et encore une fois, hein, c'est la même plante exactement, génétiquement identique, en fait c'est des clones, mais épigénétiquement différentes. Donc on peut imaginer comment peut-être corriger avec des traitements éventuels l'état méthylé de ce transposant. Voilà, donc la biodiversité au sein d'un individu, je pense que vous me croyez, ça existe beaucoup. Et ici, je voulais quand même juste vous montrer ce schéma pour qu'on parle, pour que les mots que j'utilise plus tard soient clairs. Donc la manière qu'on imagine au cours du développement que les choses se passent, c'est qu'effectivement, à partir d'une cellule, ça peut être l'œuf fécondé ou ça peut être une cellule qu'on met en culture après reprogrammation, on a la mise en place de programmes génétiques différents. On exprime les gènes de manière différentielle. Et dans les cas de la plasticité phénotypique ou développementale, on imagine qu'effectivement, il y a deux possibilités de voies prises, donc deux états alternatifs. Et comment on arrive à ces deux états alternatifs? On parle souvent maintenant de la stochasticité, du bruit. Et donc je vais revenir sur ça beaucoup tout à l'heure. Qu'il y a un choix qui est fait pour exprimer un gène ou pas, ou un des deux gènes quand il s'agit des deux allèles pour le chromosome X, par exemple. Et une fois que la décision est prise, on peut la propager ou pas. Ici, je vous montre le cas où on fait de la propagation, c'est-à-dire une mémoire cellulaire. Cette propagation, elle peut être stable. On peut aussi avoir une mutation qui arrive. Donc, on change là la séquence de l'ADN et là, on change de phénotype. Ça aussi, ça peut arriver au cours du développement ou au cours de la vie. Mais on peut aussi avoir un changement, une réversion de cet état. Si c'est épigénétique, si c'est un état qui est propagé, on peut imaginer aussi d'oublier l'information. Et il y a différentes manières d'oublier. Et là aussi, ça peut être stochastique, cet oubli de l'information épigénétique. Ça peut être quelque chose qui est programmé, par exemple dans la lignée germinale des mammifères, on reprogramme tout, on efface les marques épigénétiques, ou ça peut être environnemental, ça peut être quelque chose qui est induit dans des conditions particulières.
Donc on peut avoir donc, des situations très différentes qui génèrent un mosaïcisme cellulaire au sein d'un individu, et c'est de toutes ces différentes choses que je vais vous parler aujourd'hui. Et donc ces différences d'état d'expression des gènes ne conduisent pas forcément à une différence phénotypique. On n'a pas forcément un changement de caractère parce qu'on a perdu la méthylation d'un CPG ici ou qu'on a une petite mutation par là. Ce n'est pas forcément un changement qui va avoir un effet phénotypique, ça peut être neutre, mais ça peut aussi avoir un effet, et c'est là où on pense que la plasticité phénotypique dont j'ai parlé la semaine dernière est quelque chose qui a été évolué. On a besoin peut-être d'avoir cette plasticité pour s'adapter à différents environnements. Donc ça peut être une variation, une variabilité phénotypique qui a un rôle ou qui peut être bénéfique pour une population de cellules ou pour un organisme, pour générer une panoplie de phénotypes différents au sein du même individu, ou ça peut être délétère. Et on va revenir un petit peu sur ça aussi. Donc voilà, je vais parler beaucoup de stochasticité ou bruit et aussi de propagation d'un état, donc la mémoire cellulaire. J'essaie d'éviter le mot épigénétique trop souvent parce que ça peut dire la chromatine, ça peut dire propagation stable, ça peut dire lien avec l'environnement, mais parfois je me laisse aller et je parle encore de l'épigénétique. Donc je reviens sur les diapos que je montrais la semaine dernière parce que je vais reprendre certains aspects ici. Mais en fait, pour savoir d'où viennent les changements de phénotype qui existent au sein d'un individu et entre les individus, il faut considérer tout le cycle de la vie, pas juste une voie cellulaire, un organe à un moment donné de la vie. Et donc, en fait, ces différents moments de la vie peuvent avoir des influences différentes. Et donc, on sait que, par exemple, au cours du développement in utero d'un fœtus, il y a des facteurs environnementaux qui peuvent influencer certains aspects du développement, même si chez les mammifères, on est très, très robuste, je leur ai dit, mais en tout cas, on peut influencer. Et puis, au cours de la vie, après la naissance, au cours de l'enfance, l'adolescence et avec l'âge, on peut aussi avoir une influence des facteurs différents environnementaux, mais bien sûr aussi un lien avec la variabilité génétique qui existe chez nous tous et dans la plupart des individus, enfin dans la nature, sauf les clones où là il y a beaucoup moins de variabilité génétique. Mais dans les individus ou les organismes qui se reproduisent sexuellement, et on a parlé de ça pendant mes cours un peu plus tôt cette année, on a beaucoup de variations génétiques au sein des individus. Chaque individu, en fait, est unique génétiquement. Donc, comment dissocier la part du polymorphisme de l'ADN, le côté différent génétique, et le côté différent qui est dû au changement épigénétique, que ce soit au niveau de la chromatine ou ailleurs. Donc, ça, c'est le grand défi pour nous tous qui travaillent dans ce domaine d'épigénétique. Comment séparer le côté génétique, même si il ne faut pas qu'on le dise, parce que génétique, en fait, c'est ce qu'on fait quand on croise des individus, on regarde la suite. En fait, c'est le côté polymorphisme au niveau de la séquence de l'ADN, génomique, on devrait dire, du côté épigénétique, donc les changements héritables qui ne sont pas dus à un changement de séquence de l'ADN. Donc, comment distinguer? Et j'ai déjà parlé de ça la semaine dernière. Il faut considérer le côté stochastique, les changements qui ont lieu sans être déterminés par quelque chose de spécifique. Il y a aussi l'environnement et qui peut jouer à toutes les étapes de la vie. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de passer par ces différents points. On va parler, en fait, on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui, mais la prochaine fois, parce que c'est en lien avec l'environnement, de tout ce qui est canalisation. Quand il y a un changement génétique au sein d'un gène, la partie qui code pour la protéine,
on peut se retrouver avec deux versions de la protéine qui sont différentes. Et ça peut avoir bien sûr des conséquences néfastes. Et donc, il y a des stratégies qui ont évolué pour tamponner ce type d'événement. On ne comprend toujours pas exactement comment ça marche. Même par exemple, la protéine heat shock HSP90 a été découverte comme étant une protéine qui peut tamponner ces effets ou canaliser ces effets comme Waddington l'avait appelé. Mais c'est tout un domaine en soi, donc aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps d'en parler. Je veux parler un peu de la variation génétique, pas dans un gène, mais dans ses séquences régulatrices, qui sont souvent très loin et on ne les voit pas. Et donc en fait, pendant des années, les gens se sont fixés que sur la partie codant du gène, les exons. Et c'est là où beaucoup de la, on va dire, la mythologie de l'épigénétique est venue, parce que les gens disaient « Ah ben tenez, il n'y a pas de différence génétique au niveau de ce gène, et on voit qu'il s'exprime très différemment dans deux individus. Mais il se peut qu'il s'agisse d'une séquence d'ADN, une mutation, un polymorphisme qui peut être très très loin. Et on avait parlé de ça pendant les cours sur le cancer en 2016, où je vous avais dit qu'effectivement, on peut avoir des changements qui se retrouvent à quelques kilobases ou même des milliers de kilobases loin d'un gène, mais qui influencent son expression. Et ça, c'est très important pour effectivement générer cette variation qu'on voit au sein des individus. Donc, je vais parler un peu de ça. Aussi des processus au cours de la vie qui peuvent être liés, qui peuvent donner une variation génétique au niveau de l'ADN, et un peu de ce changement épigénétique global qui a lieu au cours du vieillissement. Et puis, je vais parler un peu plus des données qui sont vraiment, enfin des données de domaines qui ont plein évolution actuellement. C'est cette compréhension de cette stochasticité qui met en place des états différents au début ou qui les défait après. Et ça, on ne pouvait pas vraiment étudier l'impact de ça, sauf en regardant des mutations, en voyant des gènes rapporteurs. Maintenant, on arrive à regarder, parce qu'on peut regarder au niveau simple cellule, et ça c'est très important. Maintenant, on peut étudier l'état d'une cellule à son échelle moléculaire, et donc comprendre un peu est-ce qu'un tel gène est exprimé dans combien de cellules, et quand une cellule exprime tel gène, quel est l'état de son ADN et de sa chromatine et de tout le reste. Donc on va parler un peu de cet aspect stochasticité et l'impact ou l'importance que ça pourrait avoir dans la création de divergences phénotypiques au sein des individus. Mais pour commencer, je voulais quand même dire deux mots sur les jumeaux, parce que comme je l'ai dit, dissocier les changements génétiques dans la séquence d'ADN et les changements épigénétiques, c'est très difficile, et c'est que quand on a des individus génétiquement identiques qu'on peut vraiment tirer des conclusions sur la part de l'environnement ou la part des changements stochastiques au cours de la vie. Et donc, je ne vais pas vous dire beaucoup, parce qu'en fait, ce sont des études, il y a beaucoup, en fait, quand on regarde de corrélations, quand on regarde les papiers sur les études de méthylome, la méthylation de tout le génome, on compare des couples de jumeaux monozygotes, donc en fait, qui sont identiques normalement. Mais là, je voulais juste soulever le type de travail qui est fait maintenant, où on prend des cohortes entières de jumeaux, soit identiques, soit des jumeaux dizygotiques, donc en fait qui ne sont pas identiques, mais c'est quand même, ils ont été dans le même environnement in utero. Mais ici, je vous montre donc voilà, deux jumeaux qui sont génétiquement identiques, leur ADN est le même, la séquence est la même, sauf qu'il y a une différence épigénétique. Dans ces jumeaux, on voit qu'il y a ce qu'on peut appeler une épimutation ou un épiallèle. Et là, ce que font les chercheurs, c'est d'essayer vraiment de corréler le contexte épimuté avec des phénotypes, et dans le cas chez l'humain, en tout cas, c'est certaines maladies. Donc, ce sont des études qui sont en cours, comme je l'ai dit, mais je voulais quand même vous souligner pourquoi c'est un défi très important. En fait, des études avec les jumeaux sont très puissants, mais le défi est de vraiment savoir qu'est-ce qu'on regarde, à quel moment, quel tissu. Et donc, en fait, quand on regarde au cours de la vie, à partir de la conception jusqu'au vieillissement, je l'ai déjà dit, on voit des changements épigénomiques qui apparaissent. Et ça peut être des changements qui sont soit stochastiques,
qui apparaissent parce qu'il y a des erreurs de réplication, on va revenir sur ça plus tard, ou parce qu'il y a des changements environnementaux qui peuvent influencer le degré de maintien de certains états. Mais quand on regarde en fait le moment où, enfin les phénotypes qu'on regarde, en fait, il faut faire très attention parce qu'effectivement, quelque chose qui a lieu très tôt, ou par exemple au cours d'une grossesse, ne va pas forcément être détecté de la même façon que quelque chose qui a lieu beaucoup plus tard. Donc en fait, c'est compliqué. Et ici, c'est pour vous montrer que différentes études prennent différentes cohortes. Il n'y a pas juste une manière de regarder les jumeaux. On peut regarder, par exemple, tous les embryons issus de conception in vitro. On peut prendre des cohortes longitudinales, en fait très très grands, où on prend à partir de la naissance jusqu'à un âge plus long terme, et on regarde. Donc en fait, il y a plusieurs manières de le faire, et c'est pour ça que pour le moment, je pense qu'on n'a pas beaucoup encore de données. Mais je voulais quand même souligner une étude ou un type d'étude que je trouve très intéressante, où en fait les gens regardaient dans différentes jumeaux le degré de différence épigénétique, des séquences, en fait en regardant l'épigénome, pas tout le génome. En fait, ils utilisent des puces où il y a des CPG choisis, mais comme ça, ils peuvent étudier des milliers de CPG potentiellement méthylés dans les génomes de ces individus. Et donc, en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a des régions, enfin, que les jumeaux peuvent être épigénétiquement très, très similaires. Et en fait, ça, c'est quelque chose, il y a certaines régions qui sont beaucoup plus similaires que d'autres. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des allèles, il y a des régions du génome qui ont une tendance à changer d'avis épigénétique au cours de la vie. Mais chez les jumeaux, ces régions-là, en fait, sont établies très tôt au cours du développement, donc avant que la séparation des deux embryons ait lieu. Donc l'idée, c'est qu'ici, effectivement, ce n'est pas la séquence de l'ADN du tout, ce n'est pas génétique, c'est vraiment une mise en place stochastique, parce qu'en fait, on voit dans différents paires de jumeaux qu'ils ont regardés, soit on est méthylé, soit on n'est pas, dans les deux jumeaux à chaque fois, pour ces régions. Donc il y a quelque chose qui est mis en place, et il propose même que c'est peut-être quelque chose qui est lié à la croissance de cet embryon très tôt au cours du développement, parce qu'on pense qu'effectivement le moment de jumelage a lieu au cours soit avant, soit au cours de l'implantation, donc un événement très précoce. Donc ça, c'est le lien avec l'environnement. On va revenir sur ça à mon prochain cours, mais il y a d'autres études maintenant qui essaient d'établir le lien effectivement entre les états de méthylation et le développement des individus. Donc en fait, très souvent, bien sûr, on fait ces études avec les embryons murins ou de rats, où on peut voir quelle est l'influence. Mais ici, c'est juste en prenant les données qui existent avec, encore une fois, des jumeaux, et en regardant le degré de différence, et en prenant des populations qui viennent de différentes régions où on sait qu'il y a différents types de nutrition. Donc c'est un sujet qui est très, comment dire ça, qui intéresse beaucoup de monde, et donc c'est pour ça que je vais rentrer dans plus de détails au prochain cours. Voilà, donc je reviens un peu à cet aspect-là. Donc on a parlé un tout petit peu des jumeaux, donc il y a clairement des changements épigénétiques qui ont lieu. Est-ce qu'ils ont une conséquence ou pas? Au niveau du phénotype, c'est la question. Mais on revient sur le côté variabilité génétique. Et donc en fait, je voulais tout d'abord vous rappeler comment notre génome est géré dans une cellule. Donc ça, c'est les eucaryotes où l'ADN, en fait, est empaqueté autour des histones et embobiné autour des histones pour créer des nucléosomes. Et comme vous le savez, ces histones peuvent être modifiés eux-mêmes ou peuvent être des variants et peuvent être associés avec différents facteurs chromatiniens. On peut avoir la chromatine réprimée, l'hétérochromatine, ou on peut avoir la chromatine qui est plus ouverte, euchromatine,
Et on peut aussi avoir quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Et ici, je vous montre un gène avec son promoteur. C'est là où les facteurs de transcription, on appelle les protéines qui vont permettre le gène de s'exprimer, vont s'associer, mais pas que là. Il y a d'autres éléments, comme je disais tout à l'heure, qui sont parfois très loin, qui peuvent réguler le moment d'expression de ce gène et son niveau d'expression. Donc le moment et son niveau et le tissu ou le contexte dans lequel il va être exprimé. Et donc ces éléments, les enhancers, on les appelle, s'associent avec des facteurs de transcription aussi. Donc en fait, il y a une reconnaissance très précise de la séquence d'ADN de ces éléments qui s'associent avec des protéines très spécifiques qui reconnaissent ces séquences, mais qui sont influencés aussi par la chromatine. Et puis, il y a d'autres éléments qu'on appelle des insulateurs qui sont là aussi reconnus par des facteurs de transcription et qui peuvent peut-être jouer un rôle d'empêcher certains éléments plus lointains de venir s'associer de manière aberrante avec un gène. Donc, si j'ai le temps, je vais revenir sur cet aspect un peu trois-dimensionnel de la chose où il faut permettre certains éléments de s'associer avec le promoteur d'un gène pour l'activer. S'associer, on ne sait pas exactement comment, mais en tout cas d'être en proximité pour permettre de l'activer. Et puis d'autres éléments, il ne faut surtout pas les laisser s'approcher parce qu'ils vont activer ce gène au mauvais moment. Par exemple, dans le cancer, on parle d'enhancers qui peuvent activer de manière aberrante un gène et on pense que cet aspect insulation est très important. En tout cas, il y a des modifications d'histone qui caractérisent soit l'activité d'un gène, soit son inactivité, et qui caractérise aussi ces éléments régulateurs. Donc, par exemple, cette modification ici, H3K27, le histone H3 acétylé à sa lysine 27, c'est très précis, c'est une marque très caractéristique des enhancers qui sont actifs. Donc, ce que font les chercheurs maintenant, c'est étudier ces marques, ces modifications et les protéines qui s'associent avec ces éléments régulateurs et l'expression des gènes tout en même temps et de plus en plus avec une finesse. On peut regarder bien sûr des populations de cellules, on peut regarder dans la même cellule plusieurs choses à la fois. Et donc on essaie de comprendre à quel point un changement d'expression d'un gène est lié à un changement de séquence dans cette région, à la fois au niveau de la possibilité ou pas d'un facteur de transcription de s'associer ou à la possibilité de bien ou pas insuler une région. Et donc, la question, c'est quand on voit ce mosaïcisme cellulaire au sein d'un individu, est-ce que c'est quelque chose qui est dû à la séquence de l'ADN ou est-ce que c'est purement épigénétique, stochastique, etc. Donc en fait, pour vraiment dissocier ces choses, c'est pas facile si on ne fait pas les manips avec des jumeaux, mais en tout cas, ce que font les chercheurs, c'est prendre maintenant beaucoup d'échantillons à partir des individus. Et ici, je vous montre l'humain, mais ça a été fait avec différents types d'organismes. Et ils font des analyses intégratives où ils essaient de voir à quel point un allèle ou l'autre, parce qu'on peut avoir maintenant les polymorphismes d'un individu parce qu'on peut séquencer son génome, et on peut regarder si, quand on a des différences de séquences au niveau de la même région, est-ce que ça corrèle ou pas avec l'expression différentielle de gènes et aussi avec un état chromatinien différent. Et donc, Bing Ren, qui est un des champions de ce type d'études massives intégratives, prend des transcriptomes, donc la séquence d'ARN de beaucoup de tissus de différents individus, et il regarde aussi l'état chromatinien de ces individus, et donc différents tissus à partir de plusieurs personnes. Et ensuite, il essaie de lier le statut d'expression des gènes avec l'état chromatinien au niveau du gène lui-même et aussi avec ces éléments plus lointains. Et comment on identifie ces éléments plus lointains? C'est en fait en utilisant des techniques qui permettent de capter si oui ou non ils s'associent avec le gène en question. Et on va revenir sur ça plus tard. En tout cas, voilà, c'est pas pour, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, il faut vous montrer tous les différents tissus qu'ils ont regardés. Ici, c'est 3 marques épigénétiques, soit 3 marques chromatiniennes différentes, H3K27 acétyl, H3K4 triméthyl et H3K4 monométhyl. Et en fait, là, ils regardent le degré
de chevauchement de certains éléments régulateurs, les enhancers, avec des promoteurs d'une région dans différents tissus. Donc en fait, juste pour que je ne vous ai pas perdu, ici je vous montre comment le gène se présente. Il regarde l'expression du gène en profitant des polymorphismes qui existent entre nous tous. Donc ils savent quel allèle d'un gène exprimé plus ou moins. Ils peuvent voir, parce qu'il y a des polymorphismes, des single nucleotide polymorphisms, donc on peut les lire avec le séquençage du transcriptome. Et ensuite, quand ils regardent les modifications chromatiniennes en faisant du chip, de l'immunoprécipitation de la chromatine, dont je vous avais parlé il y a longtemps, là, on peut regarder l'état des modifications et on peut voir si oui ou non un état de modification ou le lien avec un facteur de transcription est lié avec un état d'expression plus ou moins important du gène à côté. Voilà, j'espère que je ne vous avais pas perdu là. Et donc, en fait, on peut du coup essayer de corréler tous ces états à plus ou moins longue distance avec l'expression d'un allèle donné. Et ici, je vous montre un résumé de ce qu'il trouve. Il trouve qu'il y a beaucoup de gènes qui montrent une expression biaisée d'un allèle ou l'autre chez les humains. Donc, en fait, il y a beaucoup d'expressions qui n'est pas le même à partir des deux allèles dans le même individu. Et ça peut changer entre tissus, mais surtout ce qu'ils ont pu faire, parce que beaucoup de gens l'ont déjà montré ça, surtout ce qu'ils ont pu faire, c'est d'aller regarder au niveau des régions comme ça qui montrent une expression un peu biaisée, est-ce que c'est associé avec un état chromatinien particulier? Et la réponse c'est oui. Très souvent, ils trouvent des états chromatiniens particuliers qui sont associés avec l'allèle qui est exprimé, donc plus ou moins de H3K27 acétyl, par exemple. Ici, à chaque fois, en rouge et en bleu, c'est les deux allèles, les deux parents, enfin l'allèle du père et l'allèle de la mère, on va dire. Et en fait, ici, vous voyez qu'effectivement, il y a un gène qui est beaucoup plus exprimé à partir de l'allèle, on va dire, maternel, et on voit plus d'H3K27 acétyl associé. Et donc, en fait, ils ont regardé ensuite qu'est-ce qui se passe au niveau de ces régions qui sont différentiellement marquées au niveau de la chromatine. Et très souvent, ils trouvent qu'effectivement, c'est associé avec un polymorphisme au niveau d'une région qui a un lien avec un facteur de transcription. Donc, il y a beaucoup de... Et donc, ici, je vous montre à chaque fois qu'ils voient une différence de la marque chromatinienne, ici H3K27 acétyl dans la rate, ils ont regardé est-ce qu'il y a une différence de la séquence d'ADN sous cette région qui est différentiellement acétylée, et la réponse était oui. Et quand ils regardent quel est le polymorphisme, ils trouvent que finalement, c'est le site de liaison d'un facteur de transcription. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup de variabilité d'expression des gènes au sein des individus qui est due surtout à la variation génétique que nous avons tous. Donc, la conclusion de ce type de papier, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de variations génétiques qui sont responsables pour l'expression différentielle des gènes. Et ce n'est pas au niveau du promoteur, ce n'est pas juste la partie génique, c'est les séquences très lointaines. Donc ici, par exemple, ce type de gène où on voit un élément qui peut se retrouver à 100 kilobases qui montre cet état différentiel de chromatine, on aurait pu dire, voilà, c'est une épimutation. Pas du tout, ce n'est pas une épimutation, c'est un gène où son élément régulateur est polymorphique. Donc, voilà, pour vous dire qu'il y a beaucoup donc, de variations génétiques qui sont responsables de la variabilité phénotypique au sein des individus. Donc maintenant, on va passer à la variation génétique qui a lieu au cours de la vie. Et on a déjà parlé de ça il y a un an à peu près, quand on a parlé des éléments transposables. Donc les éléments transposables, clairement, peuvent bouger au cours de la vie. Est-ce que c'est fréquent ou pas? C'est encore très controversé, mais je vais vous montrer quand même un résumé de ça dans un instant. Mais je voulais vous montrer un papier très récent qui est sorti, ce n'est pas le seul, qui souligne à quel point on a une variation dans nos génomes, chacun entre nous, dans nos cellules, et surtout le cerveau. Ça revient encore et encore. Là, c'est des variations énormes du nombre de copies de certaines régions qu'on trouve au sein d'un individu quand on fait du séquençage génomique au niveau simple cellule. Donc on prend toutes les cellules d'un individu et on séquence. Bien sûr, ce n'est pas si facile que ça. En fait, le génome n'est pas
totalement complet quand on séquence un génome d'une simple cellule, mais on arrive à avoir des techniques de plus en plus ciblées. Je ne vais pas rentrer dans les détails des techniques, mais ici je vous montre pour chaque chromosome, au cours du développement de cette souris, quelle est la variation en fait du nombre de copies. Et donc vous voyez la ligne quand elle est ici à 5, en fait c'est quasiment pas de variation, mais parfois on voit effectivement une augmentation ou une diminution, une perte, un gain de certaines régions. Et donc ça, c'est au niveau simple cellule. Et donc les chercheurs ont regardé de manière développementale, ce qu'on ne peut pas faire bien sûr facilement chez l'humain, mais chez la souris, on peut regarder au cours du développement quel est le degré de variation. Et là, ils ont vu qu'effectivement, il y a beaucoup de régions qui changent, soit qui sont perdues, soit qui sont gagnées. Et moins que la moitié font 1 mégabase, donc 1000 kilobases, 1 million de paires de bases en taille. Les délétions sont 4 fois plus fréquentes que les amplifications, donc on perd plus souvent qu'on gagne. Ils sont distribués de manière aléatoire dans le génome. Et ils sont très spécifiques, comme je l'ai dit, à un certain moment de la neurogénèse, où il y a une augmentation par 3 de la fréquence de ce type de variation. Donc ça, c'est très intéressant. On ne sait pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, c'est là. Et ça montre qu'effectivement, un cerveau est très mosaïque au niveau des séquences de son génome, de chaque cellule, et la composition des cellules avec leur génome. Donc quels sont bien sûr les effets phénotypiques de cette variation? On n'en sait rien. Mais il y a beaucoup de spéculations et même des études qui suggèrent, par exemple, que le gain de certaines régions peut provoquer une expression plus importante de certains gènes qui produisent des protéines qui sont impliquées, par exemple, dans les maladies comme le Parkinson et l'Alzheimer. On peut imaginer qu'effectivement, quand on a trop de certaines protéines, ça peut contribuer à la formation d'agrégats qui sont peut-être liés à ces maladies. Mais très souvent, c'est de la spéculation. Et donc ce processus aléatoire qui a lieu au cours du développement et de la vie normale, quel est son impact, on ne sait pas. Mais juste pour vous montrer qu'effectivement, ça existe. Et oui, pour ceux qui sont intéressés, il y a plusieurs études, comme je l'ai dit, plus ou moins récentes, qui sortent. Donc j'ai mis les références là. Le PDF sera en ligne bientôt. Et donc, j'ai parlé des éléments transposables déjà, je ne vais pas revenir sur ça, mais il y a de plus en plus des données qui suggèrent que les éléments transposables, et en particulier certains éléments, sont actifs à différents moments de la vie, de l'embryogenèse précoce. Il y a certains éléments, des rétrotransposants qui peuvent être très actifs, exprimés, et puis il y a certains éléments transposables comme les lines qui peuvent même bouger, c'est-à-dire être exprimés et transposés. C'est quand même relativement rare, mais c'est proposé comme étant quelque chose qui a lieu tout au long du développement et de la vie, et en particulier, encore une fois, quelque chose qui a lieu plus souvent dans le cerveau. Donc c'est une autre manière de générer un mosaïcisme génomique chez nous. Alors, quelle est la contribution de cette mobilité? Donc, d'une part, l'expression de ces éléments transposables qui sont partout dans notre génome, je vous rappelle, hein, la plupart d'entre eux sont morts, c'est-à-dire ils ne sont pas capables de bouger, mais ils peuvent s'exprimer, ils peuvent attirer les facteurs de transcription, ils peuvent perdre leur état réprimé. Et donc, du coup, cette expression peut avoir un impact à côté, des gènes à côté, comme je vous avais montré tout à l'heure pour agouti, pour les tomates, etc. Donc, l'idée qui de plus en plus est étudiée est peut-être cette activité des transposants peut être une manière de moduler certaines choses dans le cerveau. Alors, j'avoue que c'est surtout un ou deux labos qui croient vraiment qu'il y a une modulation de l'activité neuronale qui a besoin de cette expression, mais pourquoi pas. Et de l'autre côté, ça peut avoir des effets néfastes, mais surtout, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être influencé par l'environnement. Et là, quand j'ai dit environnement, je ne parle pas forcément des choses externes, mais des choses internes par un état métabolique particulier ou différentes situations. Donc en fait, on peut imaginer que ces éléments transposables sont peut-être plus sensibles à des effets environnementaux et donc peuvent avoir un impact
phénotypiquement sur les cellules et donc du coup sur le cerveau. Donc voilà, nous sommes des mosaïques aussi peut-être génétiquement pour les éléments transposables, et les éléments transposables peuvent être plus ou moins réactivés, réexprimés, et ça peut avoir une influence sur l'expression des gènes à côté. Alors, je voulais dire un mot quand même sur la manière que nous changeons avec l'âge. J'ai souvent montré cette image qui détecte les méthylomes des jumeaux, de deux jumeaux à 3 ans versus à 50 ans. Et en fait, c'est pour montrer que les profils sont quasiment identiques. En fait, on prend l'ADN de chaque jumeau et on le marque en vert et en rouge. Le pas améthylé, on détecte ça avec un anticorps pour la méthylation de la CpG. Et donc, c'est pour montrer que les chromosomes, au niveau de leur épigénome méthylé, sont quasiment identiques pour les jumeaux à 3 ans, mais à 50 ans, on voit beaucoup de différences. C'est-à-dire, le rouge et le vert ne se superposent pas. On a des régions qui sont vertes et d'autres qui sont rouges. Donc, ça veut dire qu'on a des grands changements de l'épigénome avec l'âge. Et là, on peut le faire parce que même s'il y a des changements génomiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas aussi massif que ça. Et là, on regarde dans des populations de cellules. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, avec l'âge, on peut avoir une perte de l'état méthylé de l'ADN ou de certains facteurs chromatiniens qui sont associés avec certaines parties de notre génome. Comment? Je vais dire un mot sur ça dans un instant. Et donc, ça peut conduire soit à la dérépression de gènes, soit à la répression de gènes. Donc, des changements peuvent être dans les deux sens. Ce n'est pas juste une perte de méthylation, ça peut être aussi un gain à une région qui n'était pas méthylée avant, comme il est montré ici. Et aussi, on peut avoir des éléments transposables, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont réprimés au début et qui deviennent déréprimés plus tard, comme c'est le cas montré ici. Donc, en fait, maintenant, on commence à réaliser que réellement, il y a beaucoup de changements épigénétiques au cours de l'âge, et ça change, et entre individus, ça diffère. Donc, on parle de cette drift, en fait, des changements épigénétiques qui arrivent un peu de manière, on va dire, naturelle, qui peuvent être influencés par des facteurs environnementaux ou pas, mais de toute façon vont avoir lieu. Et donc, la question, c'est est-ce que ça a des conséquences phénotypiques? Et on ne sait toujours pas. C'est encore une fois beaucoup de spéculation. Et ici, je vous montre de manière plus précise comment, au niveau cellulaire, comment ça se traduit. Donc, ça, c'est un tissu donné et sa chromatine et l'expression, les messagers ARN dans certaines cellules. Et on sait qu'en fait, avec l'âge, on a une variabilité phénotypique, une variation d'expression des gènes qui est plus importante. Donc, dans des tissus des jeunes, l'expression est peut-être plus homogène, mais en fait devient progressivement plus hétérogène maintenant qu'on arrive. Pardon, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais qui arrive avec l'âge. Donc, ça peut être dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, via des mutations dans notre génome, mais ça peut aussi être dû à des changements chromatiniens, des épimutations, dus à cet changement progressif qui peut être influencé. Donc, on a couvert pas mal de ces choses pendant mes cours précédents. Donc, au cours de la réplication du génome, quand les cellules se divisent, bien sûr, il peut y avoir des erreurs qui sont faites. Et donc, on peut avoir des changements épigénétiques qui ont lieu simplement parce que ces erreurs sont faites. Parfois, on peut avoir des régions du génome qui sont, on va dire, qui deviennent stressées, soit parce qu'il y a eu une cassure de l'ADN ou parce qu'il y a une collision entre des polymarases. Et donc là, ça peut conduire à des changements épigénétiques. Ces changements épigénétiques peuvent conduire à des changements génétiques, par exemple comme les éléments transposables. Donc avec l'âge, on pense qu'effectivement, ces stress réplicatifs peuvent contribuer à les dérégulations qu'on voit avec l'âge et le cancer. Puis, il y a aussi, on sait que le stress oxydatif, par exemple dans un cas d'inflammation, peut induire des changements parce qu'il y a des signaux qui vont déclencher certaines parties du génome, l'expression de certaines parties du génome. Et donc, en fait, les facteurs épigénétiques vont être redéployés
ailleurs. Et donc on peut se retrouver avec une situation qui est épigénétiquement très différente, même si génétiquement elle n'a pas beaucoup changé. Et donc ça, c'est quelque chose qui, de plus en plus, on réalise, a lieu au cours du cancer. Ce stress oxydatif peut générer une diversité d'états d'expression qui est totalement anormale. Et donc ça, c'est une autre manière, effectivement, de générer, on va dire, du polyphénisme au sein d'un individu. Et dans le cas du cancer, bien sûr, si on génère différentes cellules avec différentes caractéristiques d'expression ou pas de certaines parties du génome, là, il peut y avoir une sélection très active pour les cellules qui ont décidé ou choisi des régions oncogéniques à exprimer ou qui ont réprimé les suppresseurs de tumeur. Donc un lien vraiment entre le stress oxydatif et la capacité d'une cellule tumorale de prendre le relais. Donc on a parlé un peu de ça pendant mes cours en 2016. Et l'autre point que j'ai pas beaucoup, sur lequel j'ai déjà parlé un peu, mais on n'a pas beaucoup élaboré, et au prochain cours, on va parler un peu plus d'environnement, je vais revenir sur ça, c'est le stress métabolique. Et de plus en plus, on réalise que beaucoup on va dire des acteurs qui sont importants pour les changements épigénétiques ont besoin de ces métabolites. En fait, ce qu'on mange et notre métabolisme génère, en fait, sont des cofacteurs de l'activité de ces enzymes qui vont changer l'état épigénétique de nos cellules. Donc, c'est des modificateurs des histones, les méthyltransférases, ou c'est des facteurs qui vont effacer les marques, les enzymes qui retirent certaines marques, les histones des acétylases, les enzymes de déméthylation, les phosphatases. Et donc, en fait, on réalise que le stress métabolique ou même la variation métabolique peut avoir un impact sur l'état chromatinien d'une région. Donc, bien sûr, beaucoup de choses sont réversibles et donc n'ont pas de conséquences, mais on sait aussi que peut-être dans un cas chronique de stress métabolique, peut-être on peut avoir des changements. Et bien sûr, ça c'est peut-être plus important au cours du développement d'un embryon où là, un stress métabolique pourrait avoir un impact sur la mise en place de l'embryon, sur l'embryogenèse. Donc là, c'est encore plus important à considérer. Mais même dans des tissus, des organes des adultes, l'homéostasie doit être maintenue et on sait que peut-être, effectivement, on peut avoir des changements qui sont liés à ce type de changement métabolique. Donc on va parler un peu de ça aussi. Donc voilà, on a des changements épigénétiques qui peuvent avoir lieu, soit avec l'âge, soit avec ces différents types de stress dont je parlais. Et là, je vais arriver maintenant sur l'aspect stochastique dont je parlais. Comment on met en place un certain nombre d'états d'expression de gènes et pourquoi ces processus ont lieu. Et puis, je vais parler aussi plus sur... je vais parler sur l'aspect évolution. Est-ce qu'il y a un intérêt pour ce type de stochasticité dont je vais vous parler? On va parler de ça lors du dernier cours. Donc, la variation d'expression des gènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour l'observer, il fallait avoir la possibilité de l'observer. Donc, chez les bactéries, par exemple, c'était quelque chose qui a déjà été remarqué dans les cas de la drosophile. Je vous avais parlé de cette différence de couleur de l'œil, où on pouvait avoir une variabilité entre cellules. Cette variation peut être plus ou moins stable, c'est-à-dire si on prend une cellule qui exprime le rouge, est-ce qu'elle va maintenir le rouge ou pas? Bon, en tout cas, chez les bactéries, on pensait on savait qu'il y avait une variation et c'était déjà quelque chose qui a été observé dans les années 70 et décrit de manière détaillée. Et l'idée qui est venue et qui maintenant est acquise, c'est qu'il y a dans l'expression des gènes du bruit. Et donc, quand on lit stochasticité maintenant, la plupart des gens veulent dire des systèmes qui ont du bruit, c'est-à-dire le gène peut ou pas s'exprimer, ou la combinaison des gènes peut ou pas s'exprimer. Et donc, d'une cellule à l'autre, on trouve un comportement, un phénotype unique. Et ici, je vous montre différentes bactéries, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça montre, mais en tout cas, avec des protéines fluorescentes, où soit on exprime le vert et le rouge encore et on est jaune dans toutes les cellules, soit parfois on est vert, soit parfois on est rouge. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été remarqué.
C'est quelque chose aussi qui a été réalisé même par Waddington dans les années 40, qu'il peut avoir cette variabilité au cours du développement d'expression ou de phénotype, mais c'est quelque chose qui peut-être qu'il faut tamponner, il faut empêcher cette variation qui peut être induite souvent par l'environnement. Donc cette notion de canalisation qui était là, soit des réseaux des gènes, soit des phénomènes épigénétiques qui sont là pour tamponner justement cette variabilité d'expression des gènes qui font qu'on sert un mosaïque. Mais maintenant on sait que ça existe, on sait qu'il y a cette mosaïcisme. Donc comment cette plasticité qui peut avoir lieu est soit tamponnée, on ne le voit pas au niveau de l'expression de la protéine, soit elle est présente et elle est même propagée, ou même propagée et réversée. Donc on commence à savoir, enfin depuis pas mal de temps, que, en tout cas chez les bactéries, les levures, au sein d'une population, avoir cette variabilité permet justement d'avoir le choix de changer de stratégie de vie en fonction des besoins ou des stress ou des demandes de l'environnement donné. Donc en fait, c'est une flexibilité qui vient avec cette stochasticité. Et donc, on pense qu'effectivement, c'est important chez les prokaryotes, mais aussi chez les eucaryotes. Et je vais vous décrire quelques exemples où il y a maintenant cette idée que pour prendre des décisions de devenir tel ou tel type cellulaire, le destin cellulaire est peut-être déclenché via ce type de processus stochastique. Pas toujours, mais dans certains cas, c'est clairement ce qui se passe. Et pour la mise en place d'inactivation du chromosome X, par exemple, c'est vraiment comme ça qu'on pense que les premières étapes ont lieu. Donc voilà, pour revenir sur les bactéries, donc, la première étude un peu plus sophistiquée, on va dire, qui essayait de regarder de quoi il s'agissait, ce bruit, il y a eu deux études en fait, qui ont été publiées à peu près en même temps, en 2002, où les chercheurs ont pu mettre au sein, et là c'est E. coli, hein, c'est la bactérie que tout le monde utilise dans le labo et qui existe dans nos intestins, mais donc Escherichia coli, ils ont mis un gène rapporteur, soit vert, soit rouge, enfin chacun, sous le même promoteur, identique. Et comme ça, dans la même bactérie, si les deux sont exprimés, on voit une couleur jaune, parce que le rouge et le vert sont exprimés en même temps. Et en faisant comme ça avec différents gènes, différents promoteurs, ils ont pu distinguer deux types de bruit ou de stochasticité. Il y a ce qu'on appelle le bruit intrinsèque, où le gène qui peut être présent en deux copies dans ces bactéries qui ont été créées comme ça, change d'état d'expression et ils ne se comportent pas de la même façon même s'ils sont dans la même cellule. Donc ici, je vous montre le cas où il n'y a pas de bruit intrinsèque, où les deux gènes se comportent de la même façon et les protéines fluorescentes fluctuent ici, mais ce n'est pas un bruit intrinsèque, c'est un bruit extrinsèque qui peut être dû à l'environnement ou au reste de la cellule. Donc en fait, on voit que le niveau de protéines varie avec le temps, avec les divisions de cette bactérie, mais le rapport, le vert et le rouge, suivent exactement le même type de cursus. Et alors ici, je vous montre l'opposé. Ici, en fait, il y a un changement, il y a du bruit intrinsèque où chaque gène fait un peu ce qu'il veut, même s'ils sont identiques génétiquement. Et donc ici, on peut générer une population de cellules qui expriment soit les deux en même temps, soit un gène, le vert, soit l'autre, le rouge. Donc on peut avoir une population qui est beaucoup plus variée que ce cas ici. Donc ils ont vu qu'il y a certains gènes et promoteurs qui fonctionnent avec ce bruit intrinsèque et d'autres plus avec ce bruit extrinsèque. Donc, ça a été fait, voilà. Et si je vous montre aussi un autre cas, c'est la même chose, sauf que là, deux gènes étaient marqués en rouge et en vert, et puis ils ont pris les deux allèles, le même gène en rouge et en vert, et puis un autre gène qui n'a rien à voir. Et là, ils ont pu distinguer entre les effets extrinsèques et intrinsèques, et ils ont montré que, effectivement,
pour les effets extrinsèques. Les gènes bleus, rouge et vert se comportent de la même façon, mais quand on a un effet extrinsèque qui affecte de manière globale la population, même le gène bleu, il montre le même profil. Mais quand on a un effet très spécifique, un type cellulaire par exemple, là, le gène bleu, il fait autre chose que les deux gènes, les deux allèles rouge et vert. Je ne sais pas si j'étais très claire. En tout cas, il y a du bruit, et parfois c'est intrinsèque, parfois c'est extrinsèque. Et donc là, c'est tout un domaine qui explose chez les bactéries maintenant, où on réalise qu'effectivement, les bactéries, même si elles ont, on pensait, un caractère relativement simple, on réalise qu'elles peuvent vraiment avoir une hétérogénéité au sein d'une population, et ça peut être très important dans des contextes particuliers. Par exemple, pour la salmonelle, on réalise qu'on peut avoir deux états épigénétiquement différents qui sont associés à par exemple, des infections plus ou moins latents ou virulents. Et le cours environnement, dans 2 semaines, va explorer cet aspect-là un peu plus. Donc c'est là, bien sûr, avec la bactérie, on peut avoir beaucoup plus d'informations et précision d'informations. Donc c'est très beau. Quand on lit les papiers, on réalise qu'on peut disséquer les systèmes vraiment de manière très fine. Et donc là, l'intérêt de cette la présence de cette hétérogénéité, le rôle de cette stochasticité et la possibilité d'ensuite propager ces états de manière épigénétique est de plus en plus détaillé et connu chez les bactéries. Et l'intérêt au cours de l'évolution pour des stratégies diverses au sein d'une population semble maintenant être acquis. Mais je vais passer à une autre échelle de la vie. Donc on est passé des prokaryotes aux eucaryotes. Donc on va parler de la levure, où là, une autre étude qui a été faite, je pense que c'était en 2012, je n'ai pas mis la date, mais en tout cas, ce papier qui est sorti, qui était la première fois, une manière très élégante, de regarder au sein d'un système diploïde maintenant, donc 2 copies de chaque chromosome, donc chez la levure, avec ce gène Fou5, où ils ont lié un rapporteur, un peu comme les gènes rapporteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et comme pour le X aussi, un gène rapporteur vert ou rouge sur le même gène. Et ils ont étudié le degré de bruit intrinsèque, c'est-à-dire au sein de la même cellule, est-ce que soit l'un, soit l'autre va être exprimé de manière différente. Et ils ont trouvé qu'effectivement, pour ce gène en particulier, il y a beaucoup de bruit intrinsèque. Donc en fait, ils ont regardé en regardant des mutants, ce qu'on peut faire facilement chez la levure, qu'est-ce qui affecte ce bruit intrinsèque. Et là, ils ont trouvé que c'est les facteurs chromatiniens, les facteurs qui peuvent remodeler la chromatine, qui influencent le degré de cette bruit intrinsèque. Et donc, ils proposent que c'est la transition d'un promoteur entre un état actif et inactif qui génère ces deux différents états, et qu'on retrouve donc ces populations diverses, comme je montrais pour les bactéries tout à l'heure. Donc, ils ont aussi étudié l'impact du bruit extrinsèque. Et ils ont trouvé qu'en fait, pour la plupart des gènes, Fo5 était un gène un peu particulier, mais pour la plupart des gènes, c'est surtout du bruit extrinsèque qu'on voit. Le bruit intrinsèque est plus rare, mais néanmoins, il est clairement là et peut être clairement utile. Et donc, à la suite de cette étude où ils ont montré que différents facteurs affectaient cette transition de ce promoteur entre actif et inactif dans la population, d'autres ont regardé dans différents systèmes les nématodes et aussi, on va voir, chez les mammifères. Donc ici, pour résumer un peu ces différentes notions de bruit et stochasticité, donc l'idée, c'est qu'effectivement, au sein d'une cellule, un gène peut montrer plus ou moins d'expression. Donc c'est là les facteurs intrinsèques qui peuvent affecter son expression. Ça peut être la capacité de lier les facteurs de transcription, ça peut être aussi lié à l'état chromatinien, l'architecture de la chromatine, ça peut être aussi lié à la capacité de la polymérase de transcrire le gène. Donc tout ça, c'est des facteurs intrinsèques. Il y a certains gènes, par exemple, où la polymérase s'assoit sur le promoteur mais n'avance pas.
Et ça peut changer en fonction des conditions. Donc cette variabilité intrinsèque quand même existe et peut conduire à une expression. Ici, on voit l'expression au niveau d'ARN messager au cours du temps et peut conduire à une expression qu'on appelle bursty. Donc parfois ça exprime, parfois ça n'exprime pas, comme vous voyez ici. Et donc, ce type de bruit peut ensuite soit être amplifié. On peut trouver qu'après la transcription, le degré de dégradation de l'ARN peut être beaucoup moindre ou beaucoup plus. Le degré de dégradation de la protéine peut aussi varier. Donc, il y a beaucoup d'étapes où on peut avoir plus ou moins un tamponnage du bruit ou une amplification du bruit. Et puis, il y a tous les facteurs extrinsèques. Donc ça, c'est les fluctuations dans le micro-environnement qui peuvent affecter l'expression de ce gène. Donc ça peut être la présence ou pas des machineries, ça peut être la présence ou pas ou le nombre de mitochondries dans une cellule. Et à chaque division cellulaire, on peut avoir une partition différentielle des mitochondries. Et donc ça peut aussi affecter l'expression. Et donc à la fin, c'est l'ensemble de tout ça qui fait le bruit entier qu'on trouve dans des cellules dans une population donnée. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est utile? Je l'ai déjà mentionné, on pense qu'effectivement pour les bactéries c'est quelque chose qui peut être très utile et on commence à réaliser que dans d'autres systèmes aussi. Donc il y a beaucoup de questions, je ne dis pas on a répondu à toutes ces questions, mais donc déjà, quelle est la nature de ce bruit? Parce qu'on commence que maintenant, comme je l'ai dit, à vraiment comprendre, parce qu'on peut regarder au niveau simple cellule et faire de la génétique aussi. Et à quel point ce bruit conduit à une variation phénotypique et à quel point les cellules exploitent ce bruit pour générer cette variation phénotypique, par exemple la plasticité phénotypique, la polyphénisme dont j'ai parlé la semaine dernière pourrait très bien associé à, on va dire, un événement stochastique au départ, mais donc qui va donner une expression bimodale très claire d'un gène ou de certains gènes. Et puis, comment réconcilier tout ce bruit avec le fait qu'on sait que, par exemple, chez les eucaryotes ou les organismes plus complexes, le développement est relativement robuste. Et donc, cette notion de canalisation et de tamponnage. Donc ici, c'est différents cas de figure. Là, par exemple, c'est comme ce que j'avais montré, où on peut avoir l'expression de deux allèles de chromosomiques, ou ça peut être sur d'autres autosomes, et on peut se retrouver avec une population de cellules qui montrent des phénotypes très différents. On peut aussi avoir, une fois qu'on a généré un bruit au niveau d'un locus, ça peut avoir un impact sur tout un réseau de gènes, parce que si c'est un facteur de transcription, par exemple, qui montre cette transition d'un état à l'autre, ça peut avoir un impact ensuite sur tous les gènes qu'il régule. Donc la stochasticité d'un gène peut avoir un impact sur tout le génome. Donc au cours du développement, comment gérer ce type de bruit, on va dire, mais clairement c'est quelque chose qui existe. Et donc ici, chez la lévure, par exemple, nous savons que ce bruit peut être utile dans des conditions, par exemple, de privation de nutrition. Je ne sais pas comment on dit starvation pour la levure, en fait, mais en tout cas, quand on prive les cultures de levure de nutriments, on voit que les levures peuvent passer en méiose, en sporulation. Et donc, en fait, on a parlé de ça plus tôt cette année. En fait, c'est moins coûteux d'exister dans un état non sexué. La levure peut passer de cet état non sexué à un état de reproduction sexuelle, surtout dans des conditions de stress ou de stress, parce que en fait, c'est intéressant de point de vue évolutif de générer une diversité génétique avec la recombinaison, etc. Donc, en tout cas, c'est coûteux. Avoir une reproduction sexuée est coûteux, et donc c'est quelque chose qui est vraiment mis en place dans des conditions particulières, et donc, par exemple, quand on prive de certains nutriments. Mais les gens qui étudient la levure ont réalisé en fait que quand on regarde le temps de sporulation des levures après cette privation de nutriments, le temps varie beaucoup. Et ici, je vous montre le temps et le moment de privation. Et vous voyez le petit
le petit rond rouge, en fait, indique le moment où la sporulation va commencer. Et c'est très variable entre les cellules, entre les levures dans la population. Et en fait, ce n'est pas du bruit pour rien. On pense que c'est vraiment une stratégie. On appelle ça du bet hedging. Alors là, je n'ai pas trouvé en français comment on dit ça. C'est quand on joue. En tout cas, l'idée, c'est qu'on va parier sur les deux stratégies en même temps. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'une partie de la population doit se reproduire sexuellement parce que les temps sont durs et il faut générer de la diversité génétique pour survivre. Et puis, il y a une autre partie de la population, des cellules, qui vont se dire, ben non, et puis si on me rajoutait de la nutrition maintenant et je pourrais continuer comme ça, pas cher, pourquoi pas? Et donc, en fait, on garde les deux options ouvertes en jouant avec le temps. Donc, il y a, à chaque temps donné, il y a une sous-population des cellules qui n'ont pas encore déclenché la sporulation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dicté par un gène. On sait qu'il y a un régulateur qui s'appelle IME1P, Meiosis Inducing Protein 1, qui gère cette stochasticité, on va dire, ou cette timing un peu différent de la mise en place de la sporulation. Donc les détails exacts de comment ça marche, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est clairement quelque chose qui est mis en place pour permettre à la population de survivre, peu importe les conditions qu'elle va confronter. Donc, il y a d'autres exemples, et là, j'avais commencé à préparer les diapos, mais c'est tellement compliqué, l'HIV. Donc, les virus utilisent ce type de stratégie aussi. Donc, en fait, quand un individu ou une cellule est infectée par HIV, il y a deux potentielles choses qui se passent. Soit c'est une réplication active et l'infection aiguë qui a lieu tout de suite, soit il y a un état de latence, c'est-à-dire un état de quiescence qui est acquis. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que bien sûr, l'état de quiescence, c'est un état latent d'infection qui a des implications très importantes pour les gens qui sont traités avec l'HIV. Et pendant longtemps, on ne savait pas en fait pourquoi l'HIV aurait cette stratégie de latence et surtout comment. Et là, on commence à comprendre qu'encore une fois, il s'agit peut-être des phénomènes stochastiques. Il y a des facteurs stochastiques qui vont permettre d'avoir soit une voie, soit l'autre au début. Et les deux sont tout à fait propagés en fait, de manière stable. Et qui peuvent être influencés, bien sûr, par tout un tas de choses. Donc, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait faire un cours entier sur l'HIV et l'épigénétique. Peut-être un jour, je le ferai, mais pas aujourd'hui. Mais c'est un autre cas de ce qu'on appelle du bet hedging, en utilisant le bruit pour avoir ces deux stratégies de survie ou de propagation d'un virus. Et chez les mammifères, ou les cellules de mammifères, est-ce qu'on voit cette stochasticité aussi ? On sait qu'elle doit exister parce que, par exemple, les processus comme l'inactivation du X. Ici, je vous montre juste un exemple d'un papier qui a été fait où le groupe a regardé dans des cellules de souche embryonnaire comment, en fait, l'expression des gènes corrèle ou pas avec du bruit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du bruit, est-ce qu'on voit qu'un allèle ou l'autre est exprimé, et puis comment corréler ça ensuite avec les marques chromatiniens. Et ils ont regardé au niveau simple cellule, au niveau de l'expression des gènes. Donc ici, ils peuvent distinguer dans chaque cellule si les deux allèles sont exprimés, soit un allèle, ou si les deux allèles ne sont pas exprimés. Et ils ont pu corréler ça avec les profils épigénomiques, et en particulier pour les facteurs polycomes, qui sont, vous le savez tous, impliqués dans la mémoire cellulaire, surtout la répression cellulaire développementale. Et pourquoi ils ont commencé à regarder? C'est parce qu'ils avaient remarqué que dans ces cellules, il y avait une partie du génome qui est associée avec polycome, mais néanmoins exprimée, alors qu'on sait que polycome, normalement, est associé avec un état réprimé. Bon, là, je vous simplifie beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'effectivement, on peut avoir polycome et être exprimé. Est-ce que c'est, en fait, il y a un lien très spécial? Mais en tout cas, on va dire que la question, c'est est-ce qu'il y a une raison d'être pour cette association avec polycome dans les régions qui peuvent quand même être exprimées dans ces cellules. Et comment ça corrèle avec un changement d'état chromatinien quand le gène est exprimé ou pas. Et donc, en fait, ils ont vu qu'effectivement,
en intégrant les modifications d'Easystone qui sont associées avec Polycom, la présence ou pas de la polymérase et le transcriptome à l'échelle simple cellule, ils ont pu montrer que les gènes qui sont associés avec Polycom montrent beaucoup plus de variabilité dans la population, dans leur expression, que les gènes qui sont actifs, c'est-à-dire les gènes qui sont actifs dans toutes les cellules. Donc en fait, l'idée, c'est que l'association de Polycom empêche une expression aussi efficace, et donc c'est comme pour FO5 que je vous avais montré tout à l'heure, peut-être le promoteur, il passe d'un état actif à un état inactif, il change d'avis un peu peut-être d'un cycle cellulaire à l'autre, ou peut-être même au sein du même cycle cellulaire, et donc on a ce bruit d'expression beaucoup plus importante. Et la question maintenant, enfin, et ils ont corrélé ça aussi avec l'organisation en 3D, ils ont montré qu'effectivement les régions qui contiennent cette polycom et qui montrent cette expression très, très bruitée sont souvent associées entre eux en 3 dimensions. Et donc, est-ce que c'est une manière, une stratégie de permettre ou pas l'expression des gènes? Et l'idée qui sort de plus en plus, c'est que peut-être il faut cet état un peu, comment dire ça, en stand-by, un peu prêt à partir dans une voie ou l'autre, être exprimé ou être complètement réprimé, pour justement prendre la décision d'aller dans une voie ou l'autre quand on va déclencher la différenciation. Donc c'est quelque chose qui est très, très étudié, très à la mode actuellement, où maintenant les gens prennent ce type de cellules, ils les différencient in vitro, et ils prennent cellule par cellule et regardent quelle est l'expression, quelle est la corrélation avec les facteurs de transcription et l'état chromatinien. Donc tout ça, c'est en cours, mais en tout cas, l'idée, c'est que peut-être il faut ce type de bruit, cet état un peu bimodal bruité, pour justement pouvoir avoir une panoplie de choix au moment où les signaux de différenciation vont se déclencher. Donc voilà, je vous avais parlé de ces fluctuations d'expression de certains gènes qui peuvent avoir un impact sur des protéines ou pas. Et ces fluctuations de transcription sont en fait dues tout simplement à la nature des interactions entre les molécules. Là, on revient vraiment à la physique où est-ce que oui ou non, un facteur, une protéine, va s'associer pendant plus ou moins longtemps avec l'ADN, avec son cible. Quelle est la structure de cette protéine quand elle change un tout petit peu de structure, des fluctuations de conformation qui peuvent avoir lieu dans le temps. Est-ce que ça va influencer son degré d'association ou pas? La chromatine, elle peut fluctuer aussi, et l'organisation tridimensionnelle peut fluctuer. Ça, je vais vous parler de ça tout à la fin, mais on pense que ces fluctuations dans la manière que les éléments régulateurs peuvent ou pas trouver les gènes peut avoir un impact sur le degré de bruit qu'on trouve d'expression des gènes. Mais comme je l'ai dit déjà, le phénotype, il n'y a pas toujours un phénotype associé avec ce bruit. Et j'ai oublié de le dire, mais très souvent, on pense que ce type de bruit est associé avec des niveaux un peu plus bas d'expression. Donc en fait, quand on a un nombre limité de molécules, on est beaucoup plus sensible à un output expression ou pas expression. Donc, quels sont les mécanismes en fait de ce bruit, et puis comment les tamponner. Je voulais quand même dire 2 mots sur la manière de tamponner le bruit. Donc, cette diapo est très bruitée, je suis désolée. Vous n'allez pas regarder trop en détail les résultats ici. Je vais juste vous décrire en fait. Les gens qui commencent, et ce laboratoire est un des champions de l'analyse des conséquences du bruit, donc Weinberger. Et donc ici, il regarde, quand on a une expression bruitée, à quel point cette expression bruitée d'un gène est traduite à un niveau d'expression au niveau de l'ARN messager et au niveau des protéines. À quel point on a, avec une expression différente d'un gène, plus ou moins de messagers. Donc ici, vous voyez, ça c'est le transcrit primaire, ça c'est le gène qui s'exprime très fort, pas du tout, un peu. Et puis ici, le niveau de messagers qui peut varier d'une cellule à l'autre. Et donc, essayer de comprendre le degré à laquelle on a plus ou moins de messagers quand on a plus ou moins de transcription. Et si vraiment on arrive à tamponner ce bruit, on doit voir que
dans toutes les cellules ici, le niveau d'expression du gène ne donne pas un changement au niveau de l'expression de la protéine ou du messager. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a très souvent des changements. Et la surprise, en tout cas pour moi, c'était que très souvent, l'expression bruitée des gènes peut être amplifiée. En fait, non seulement on a une expression, un messager plus ou moins important, mais on trouve beaucoup plus de protéines aussi. Et donc, comment on arrive à amplifier cette expression transcriptionnelle qui peut différer? Et là, il y a différentes stratégies, mais dans le cas de ce papier ici, ils ne savent pas exactement, mais en tout cas, c'est clair que c'est post-transcriptionnel et post-messager RNA, c'est-à-dire post-épissage, etc. C'est sans doute au niveau de la manière que la protéine est traduite. Donc en fait, on arrive à avoir beaucoup plus de bruit en commençant avec un petit peu. Donc ça, c'est un extrême. Et l'autre extrême, c'est en fait, c'est encore le même labo. Ici, il montre qu'avec un niveau d'expression différent, avec d'un gène, en fait, on arrive à avoir un changement dans le niveau de la protéine pour ajuster. Donc, il y a un feedback qui est sans doute via l'épissage. Donc, en fait, le gène, la protéine qui produit va avoir un impact sur l'épissage de cet ARN lui-même. Donc, en fait, même si on exprime plus de ce gène, le produit final va avoir un impact sur le niveau d'épissage de ce gène. Donc en fait, au niveau de la protéine, on arrive à tamponner ça. Donc ici encore, c'est le cas de HIV. Donc voilà, on peut avoir soit une amplification, soit un tamponnage. Alors, parfois c'est important de pouvoir amplifier, et parfois c'est important de pouvoir rien voir au niveau protéique. Et bon, voilà, ici c'est plus au niveau des gènes, les différentes manières de contrôler ce bruit ou que ce bruit peut avoir lieu. On a déjà parlé de la transcription qui peut être plus ou moins fréquente, donc on peut avoir un niveau d'expression du messager qui est plus ou moins important. On peut aussi avoir ces transitions d'un état actif vers un état inactif dont je vous avais parlé. Donc ça, c'est le bruit intrinsèque. On peut aussi avoir du bruit qui est dû à un changement de nombre de copies. Donc, on a parlé tout à l'heure des changements génétiques qui peuvent avoir lieu au cours de la vie. En fait, on peut imaginer qu'il y a peut-être des manières, soit que ça conduit justement à une production plus importante des protéines, soit qu'il y a une compensation, qu'il y a des manières de tamponner ça. Et on pense qu'effectivement, pour certaines protéines, on va très très fortement réguler leur niveau via par exemple les stratégies de micro-ARN. Et puis il y a des negative feedback comme ce que je viens de décrire aussi pour le facteur qui affecte l'épissage. Ça peut être aussi un facteur qui lui, quand il est exprimé, va se réprimer lui-même. Donc en fait, on ne va pas avoir plus de bruit parce qu'en fait, on arrive à gérer le niveau d'expression de ce gène. Donc tous les cas de figure existent dans la nature, donc tout est possible. La question, c'est est-ce que c'est important ou pas? Et je voulais quand même parler d'une autre hypothèse qui a été émise par le laboratoire de Andy Feinberg. Donc lui, il pense qu'il ne s'agit pas juste de la chromatine et des facteurs de transcription, mais peut-être la manière que le génome est plié dans le noyau et par exemple la manière que le génome va s'associer avec la membrane nucléaire, etc. Donc en fait, il pense qu'on peut façonner l'épigénome pour qu'il y ait plus ou moins de bruit à certains moments du développement. Donc c'est un peu compliqué si on met tout ça ensemble, mais on peut imaginer qu'on peut gérer le bruit, soit avoir plus ou moins, non seulement au niveau de l'expression de gènes ou de sa traduction, mais même au niveau de l'épigénome en entier. Donc Feinberg a publié plusieurs papiers qui suggèrent que l'épigénome pourrait faciliter du bruit pour générer des états différentiels et que dans le cas de cancer, ça c'est une stratégie justement pour que les cellules puissent avoir un avantage et donc se propager. Et ça expliquerait pourquoi dans les cancers, on trouve très souvent des très grandes régions qui sont dérégulées au niveau des épigénomes. Bon, c'est un peu compliqué, enfin un peu, je dirais, c'est des hypothèses qui
qui sont que des hypothèses, voilà, on va dire comme ça, qu'il faut tester. Donc, mais puisque je vous avais parlé un peu du bruit et comment on peut avoir des états différents, je voulais quand même revenir sur un cas concret qui peut-être va vous intéresser. Donc là, récemment, il a été montré, je vais revenir sur ça, je pense, encore pour le cours environnement dans 2 semaines, mais il a été trouvé que des souris qui sont mutées pour le facteur TRIM28K1, qui est un facteur épigénétique par excellence. Vous vous rappelez tous de mon cours en 2017 où on a parlé beaucoup de TRIM28K1. Hein? En fait, TRIM28K1, c'est un facteur très important pour contrôler les éléments transposables chez les mammifères en particulier. Et en fait, il s'associe de manière très spécifique avec différents facteurs de transcription ou des zinc finger proteins à ces régions pour les réguler, pour les éteindre. Donc, c'est une machinerie épigénétique très puissante. Et maintenant, on réalise que c'est aussi une machinerie épigénétique qui est utilisée au cours du développement. La grande question, c'est pourquoi, c'est impliqué dans l'empreinte, c'est impliqué dans plein de choses peut-être, mais ici, ils ont fait une manip très intéressante. Ils ont créé des souris qui étaient hétérozygotes pour ce gène. Ils ont juste délété une copie sur un des chromosomes par l'autre. Et ils ont regardé comment ces souris se développent. Et ils ont vu qu'effectivement, on a 2 phénotypes, soit obèses, soit pas obèses. Et c'est très intéressant parce que, bien sûr, c'est des choses qui peuvent être affectées sans doute par la nutrition, les hormones, et puis des effets parentaux. Mais en tout cas, c'était très clair dans cette étude que la présence d'une copie limitante ou d'une quantité limitante de cette protéine TRIM28 donne un output qui est bistable. Donc là, on imagine très bien qu'il y a un facteur épigénétique qui affecte la chromatine qui, quand elle est limitée, va conduire soit à l'expression du gène, soit pas. Et si cet effet a lieu au cours du développement, ça peut activer ou pas un certain nombre de gènes qui peuvent induire donc une obésité. Et donc en fait, l'obésité, où est-ce que c'était? Voilà. Donc en fait, dans cette étude, ils ont même délété dans les cellules somatiques TRIM28 et ils ont vu qu'il n'y a pas d'effet du tout. Donc c'est vraiment au cours du développement que cette protéine, la machinerie qu'elle amène, est importante. Et donc on pense qu'effectivement, et ça c'était vraiment comme Waddington l'avait prédit, que cette canalisation, ce tamponnement en fait, est sensible à l'environnement que dans certaines conditions, quand on est limitant pour certains facteurs. Et bien voilà un des facteurs, je pense, qui clairement a ce type d'impact. Et donc quand on devient limité, là on arrive à voir des effets très différents dans des souris qui sont génétiquement identiques. Voilà. Donc là c'est un peu un résumé. Donc comment on arrive à voir cette variation au sein des individus, peut-être en commençant avec cette expression stochastique. Donc les systèmes qui permettent de l'expression bruitée peuvent générer cette variabilité cellulaire. Dans certains cas, on peut tamponner, donc minimiser l'impact. Dans d'autres cas, on peut l'amplifier. Ça peut être la base d'une plasticité cellulaire qui donne 2 phénotypes différents, qui peut être propagée ensuite plus ou moins stablement. Ça peut avoir un avantage au niveau des populations, comme je l'ai dit, chez les bactéries, chez les levures. Ça peut être impliqué donc dans la variabilité de comportement des cellules, peut-être en association avec les décisions de destin cellulaire. C'est quelque chose que beaucoup de gens essaient de chercher. Et en particulier, on pense que le destin cellulaire, à chaque fois, est dû à un ou très peu d'événements qui déclenchent une cascade d'autres événements. Et donc, on pense qu'effectivement, il y a des gènes clés qui doivent peut-être avoir ce type d'expression bruitée pour permettre ce type de choix d'être fait. Et donc, cette diversité intra-organismale qu'on voit pourrait être en partie due à des effets stochastiques. Alors, parfois, ça peut être quelque chose qui est très avantageux, par exemple pour les gènes développementaux, comme je l'ai dit. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut imaginer il y a une sélection pour avoir la possibilité, même chez nous, les mammifères, d'avoir
plusieurs phénotypes simultanément pour que dans des situations particulières, que ce soit nutritionnelles ou autres, on peut avoir une population qui va fonctionner, ou pour juxtaposer deux populations, deux phénotypes différents qui en fait sont avantageuses quand elles sont juxtaposées. Et ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Je vous avais donné un exemple là, plus tôt dans mes cours de début de l'année, où avec l'inactivation du X, quand on a certains gènes qui sont exprimés à partir d'un allèle ou l'autre, on a ce mosaïsme cellulaire dans le cerveau. Et là, les chercheurs ont montré que c'est clairement avantageux d'exprimer les deux allèles chacun dans une cellule pour permettre une meilleure réactivité. Et là, on parle de réactivité neuronale. Donc, on pense qu'effectivement, dans certains cas, ce mosaïcisme peut être très avantageux, mais dans d'autres cas, ça peut être nocif. Ah, j'ai un petit peu de temps. Donc, on va parler de l'exemple qui, moi, m'a amené à penser à ces événements stochastiques. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va être pas très long. Je vais faire très simple. Donc, toujours, je vous parle de l'inactivation d'un des deux X et le maintien de ce choix. Aujourd'hui, on va parler surtout de ce choix. Comment on déclenche l'inactivation d'un X ou l'autre et pas les deux. Quelle est la base de ce déclenchement? Et alors, au début, on sait que les deux allèles sont identiques, c'est-à-dire sont exprimés de manière équivalente dans une cellule, on va dire, au cours de l'embryogenèse. Mais dès que la cellule commence à se différencier, un des deux chromosomes X va décider de s'inactiver. Et donc, cette décision, elle est prise par un gène, le gène qui s'appelle XISP, X Inactive Specific Transcript, qui produit en fait un ARN non codant. Ce gène, quand il s'exprime, l'ARN va décorer le chromosome entièrement et va déclencher son inactivation. Vous connaissez ça par cœur maintenant. Hein. Donc voilà, moi je vais vous parler de comment on arrive à faire ce choix de inactiver un des deux allèles. Donc en fait, je ne vais pas vous donner tous les détails parce qu'on ne les comprend pas encore, mais juste pour le démarrage, comment ce gène, qui en fait est exprimé à très faible niveau au début, donc au niveau du gène XIST, on sait qu'il est quasiment pas exprimé, mais qu'il y a un autre ARN, un autre gène qui le chevauche, qui est en antisens, qui s'appelle, en fait c'est l'inverse, TSCX, qui lui est exprimé très fortement à partir des deux allèles. Et quand on bascule de cet état à cet état, on sait que cet antisens, il va être exprimé soit sur un allèle, soit sur l'autre, mais pas sur les deux. Et on pense que c'est ça qui régule le XIST. Donc en fait, l'idée de peut-être une expression stochastique au niveau de XIST est venue de plusieurs laboratoires, pas que d'une autre, mais une des études qui a été faite dans mon laboratoire a montré que ce gène XIST se situe dans un paysage d'éléments régulateurs très très grand. Et donc, pendant des années, on cherchait à comprendre comment XIST est régulé, comment il est régulé au cours du développement et comment on choisit un et pas deux gènes XIST à exprimer. Et en fait, c'était en regardant la conformation des chromosomes avec la technique Hi-C, et je réalise que je n'ai pas mis la diapositive qui vous montre comment ça marche, mais on en a déjà parlé, j'espère que vous vous rappelez, mais en tout cas, c'est une technique qui permet de capter toutes les séquences du génome pour savoir qui est avec qui, et donc savoir si un élément régulateur est avec un gène donné. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que les gens peuvent corréler l'expression des gènes avec l'état chromatinien des éléments régulateurs. C'est en faisant cette technique où on capture les associations dans le génome. Et donc ici, je vous montre un chromosome. Donc ça, c'est l'ADN ou la chromatine du chromosome. Et vous voyez comment je l'ai dessiné dans ces domaines d'association. Et en fait, en utilisant ces techniques, Elfej Nora de mon laboratoire a découvert que la région qui contient XIST est organisée en domaines d'interaction privilégiés. Donc ici, je vous montre le gène XIST. Et son promoteur, en fait, il a toujours tendance à s'associer ou à interagir avec une grande région de 500 kilobases en 5' et beaucoup moins avec cette région ici, qui est une région de 250 kilobases.
Et cette région-là, elle contient le promoteur de l'antisens de XIS. Donc il y a XIS et son antisens TCX qui se retrouve à la frontière entre ces deux domaines d'interaction. Alors ces domaines ne sont pas figés dans l'espace. On sait que c'est des interactions dans le temps probabilistiques. Donc on ne voit pas toujours les mêmes séquences ensemble. Ça fluctue dans le temps. Mais il y a plus de chances de trouver, par exemple, la région mauve ici avec la région orange ici, qu'avec la région rose ici, même si la distance entre ça et ça, c'est la même que ça et ça. D'accord ? Donc c'est une question de probabilité, mais ces séquences ont tendance d'interagir ensemble et ces séquences ont tendance à interagir ensemble. Et en fait, il a été réalisé que tout le génome est organisé comme ça. Ce n'est pas juste la région de XIS, mais tout le génome est organisé en domaines topologiques. Ici, je vous montre ça. Ça, c'est Elfage qui a fait une belle revue pour décrire un peu le concept de comment ça pourrait marcher. Donc ça, c'est les domaines topologiques qu'on voit, qui couvrent plusieurs centaines de kilobases en général. À l'intérieur des domaines topologiques, on trouve les gènes, et les gènes qui peuvent s'associer avec certains éléments régulateurs. Et donc on voit qu'effectivement, les gènes qui s'expriment là, les gènes verts, s'associent avec des éléments, les petits éléments bleus, c'est les facteurs de transcription qui peuvent s'associer à longue distance. Bon, donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on trouve partout dans le génome. Tout le génome est organisé comme ça. On trouve aussi que c'est conservé entre différentes espèces, humains et souris. Les domaines topologiques sont conservés, ou en tout cas les frontières entre les domaines topologiques. Donc on pense que c'est une manière de restreindre les éléments régulateurs avec les bons promoteurs. J'ai parlé tout à l'heure des insulateurs. Il faut empêcher que cet élément ici, il va s'associer avec ce gène-là. Il n'a rien à faire avec ce gène-là. Ça peut conduire à une expression inappropriée. Donc en fait, c'est peut-être une manière de les garder ensemble pour un facteur de transcription donné qui est présent, que certaines régions peuvent activer le gène avec ce facteur et pas d'autres. Bon, tout ça pour dire que comme je l'ai dit, ces domaines topologiques ne sont pas fixés dans le temps, mais peuvent prendre des conformations différentes. Tout à l'heure, je parlais de la stochasticité qui est due à des phénomènes physiques de conformation dans le temps, dont la chromatine, le fibre de la chromatine, elle peut se plier, comme les protéines peuvent changer de conformation. Et donc, un physicien qui est venu dans mon laboratoire, Luca Giorgetti, il est venu modéliser ces conformations de la chromatine. Je ne vais pas vous donner les détails des modèles qu'il a fait, mais c'était en prenant on appelle ça des billes comme un collier, et en faisant des modèles Monte Carlo. Il a regardé quelles sont les conformations que les billes qui représentent ces régions peuvent prendre, et il a choisi bien sûr la région que nous aimons, cette région-là. Donc il a pris des données qu'on avait de C, de Chromosome Conformation Capture, donc les données moléculaires qui montrent quelles sont les régions qui interagissent et quelle est la fréquence d'interaction de ces régions. Et il a fait des modèles pour voir quel modèle pourrait mieux coller avec les données. Donc en fait, les modèles étaient juste en prenant toutes les conformations possibles d'une région donnée, donc qui va de bleu à rouge, quelles sont les conformations qui mieux récapitulent les données que nous avons dans les mains. Et donc, il a fait ça de plusieurs manières, plusieurs fois, et il a pu montrer qu'en fait, ces domaines peuvent avoir deux conformations privilégiées. En fait, elles peuvent être ces domaines qui contiennent j'aurais dû mettre ça, excusez-moi. Je voulais aller vite, mais trop vite là. En fait, en prenant ce domaine topologique, on part du bleu au rouge dans son modèle, il voulait regarder comment tout ça se plie dans les populations. Est-ce qu'il y a un modèle qui prédit le repliement correct? Et c'était un modèle prédictif. Donc en fait, à partir du modèle qui était dérivé donc, des données qu'on avait, il a prédit les distances entre les éléments qu'on pouvait ensuite valider par une autre méthode, c'est-à-dire en faisant l'hybridation in situ, on pouvait dire, ben voilà, le modèle nous dit que ces deux régions-là doivent être vraiment très proches dans la population des cellules, et donc on a testé si c'était le cas, et on a vu qu'effectivement c'était le cas. Bon, tout ça pour dire que c'était un modèle qui a bien marché pour nous.
et qui nous a démontré quelque chose qu'on ne pouvait pas voir comme ça en regardant les données, qu'effectivement, les données de chromosome conformation capture qu'on avait représentaient deux états. Un état très allongé de la chromatine et un état beaucoup plus compact et interactif de la chromatine. Et ce qu'a fait Luca, c'est donc regarder dans les cellules avec des sondes qui détectent l'ADN et l'ARN dans les mêmes cellules. Est-ce que quand on est plus allongé, on s'exprime plus ou moins les gènes qui sont à l'intérieur de ce domaine topologique, et l'antisens existe en particulier, ou est-ce qu'on est plus exprimé quand on est dans une conformation plus compacte? Et donc, quand il a fait ça, il a fait dans la même cellule, il a regardé la conformation de l'ADN et l'expression des gènes en regardant l'ARN naissant. Il a pu corréler l'état d'expression de TSX avec la conformation plus ou moins interactive. Et donc, ici, je vous résume tout ça, parce que ce qu'il a pu montrer, là maintenant, ce n'est pas juste le modèle, c'est dans les cellules in vivo, donc vous pouvez regarder le papier si ça vous intéresse. Il a regardé comment, en fait, les deux allèles de XIST et de TSX s'expriment en fonction de leur degré de compaction. Et il a pu montrer que la forme plus interactive de ce domaine semble être corrélée avec une expression plus importante du gène TCX, le promoteur se trouve dans ce domaine. Et cette expression plus importante pourrait être importante pour ensuite réprimer l'allèle de XIST en cis. Donc ici, bon, je ne vais pas vous confondre trop, mais c'est un autre gène LINX, mais je ne vais pas vous parler de ça. Mais XIST, quand TSX est exprimé, nous savons que XIST ne peut pas être fortement exprimé. Donc si on a une conformation plus interactive, TSX est fortement exprimé et du coup XIST n'est pas exprimé. Par contre, quand on a une conformation plus allongée, TSX est moins exprimé parce qu'il voit peut-être moins ces éléments régulateurs. Du coup, XIST peut s'exprimer au moment où on déclenche la différenciation. Donc l'idée, c'est qu'ici, on a vraiment regardé les bases de cette stochasticité. Ce gène TCX, il est très fortement exprimé avant différenciation, mais il devient moins exprimé et plus monoallélique au cours de la différenciation. Et on a pu corréler ça directement avec l'état d'ouverture ou fermeture de la chromatine. Et donc, quelle est l'échelle de temps dans laquelle ça se passe? Luca, maintenant, il a son propre labo, et donc lui, il a regardé les changements de conformation de ce domaine, quelle est leur fréquence, et il estime que plusieurs fois par cycle cellulaire, cette conformation peut être plus ou moins interactive. Donc l'idée, c'est que tout ça, ça se passe au moment de la différenciation, où les signaux pour différencier la cellule commencent, les facteurs de transcription commencent à changer, et le fait d'avoir cette différente possibilité d'être exprimée ou pas dans la population de cellules est très utile pour choisir un allèle et pas deux à exprimer. Et le clé ensuite de ce processus, qui est stochastique, on pense, c'est de pouvoir le figer pour mettre une mémoire cellulaire. Et donc effectivement, l'idée, encore pas totalement testée, mais l'ARN de XIST, quand il s'accumule, va inactiver TCX. Donc en fait, on ne va plus pouvoir exprimer le répresseur. Donc du coup, on commence le cycle de mémorisation, donc le côté épigénétique va être déclenché. Donc il faut la stochasticité au début pour ensuite figer un état monoallélique qui peut être propagé de manière stable. Et donc voilà, je vais terminer sur ce point-là. Ici, je vous montre l'inactivation du X. Et en parallèle, je vous montre que ce n'est peut-être pas que le chromosome X qui se comporte comme ça. Il y a des gènes sur des autosomes qui peuvent aussi être monoalléliques de manière stable. Ça, on l'a montré en 2014. On a publié un papier qui montre qu'il y a une centaine ou plus de gènes qui, dans les cellules neuronales, montrent une expression monoallélique stable et peut-être des mécanismes un peu similaires, c'est-à-dire une stochasticité au départ qui ensuite devient figée et qui génère donc des populations de cellules très différentes. Donc là, je vous parle des deux allèles qui se comportent différemment. Bien sûr, ça pourrait aussi être les deux allèles qui se comportent de la même façon mais différemment dans la population de cellules. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on est aussi
mosaïque au niveau de l'expression de nos gènes et les phénotypes des cellules grâce à ce type de phénomène stochastique qui devient ensuite épigénétique, ou en tout cas mémorisé au niveau de la cellule. Bon, donc je pense que on va parler de ça une autre fois, donc ça c'est juste pour vous parler de cette expression monoallélique. Donc voilà, cette expression monoallélique aléatoire peut avoir lieu et on pense que ça peut avoir des avantages in vivo dans différents systèmes et ça c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Donc l'idée c'est qu'effectivement nous les humains on est extrêmement mosaïques, un peu génétiquement mais surtout épigénétiquement et au niveau de l'expression des gènes de nos cellules. Donc le résumé, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a de la stochasticité dans l'expression des gènes qui conduit à des différences, des variabilités de phénotypes entre cellules. Ça peut conduire à des phénotypes physiologiques, ça peut être clonal ou pas, ça peut être propagé et ensuite relâché, ça peut être métastable, comme les cas que je vous avais montrés tout à l'heure. Et donc, ça peut générer beaucoup de diversité entre individus parce que le démarrage était stochastique et parce que la perte parfois de mémoire est aussi stochastique. Et donc, on pense que ça peut avoir des avantages de point de vue évolutif pour mieux gérer des environnements différents, mais ça peut aussi avoir des désavantages au niveau de l'organisme. Là où on est avantageux pour une cellule, on est peut-être délétère pour l'organisme, et le cas du cancer est l'exemple par excellence. Une cellule métastatique, elle a gagné, on va dire, son pari au niveau du tumeur, mais pour l'organisme, c'est bien sûr très grave. Donc voilà, je vous reparle, je ne serai pas là la semaine prochaine malheureusement, donc on revient ensemble le 4 décembre pour le 3e cours, où là, je l'ai dit beaucoup, on va parler de l'environnement. Et je voulais juste terminer en annonçant un meeting qui n'est pas le mien, c'est un GDR ADN et le GDR IMABio organisé par la Sorbonne. Donc le 19 novembre, pour ceux qui sont très attirés par l'épigénétique transgénérationnelle, plusieurs experts vont parler et ça se passe à Jussieu pour ceux qui sont intéressés toute la journée. Et je pense qu'il faut juste s'enregistrer online, mais bien sûr c'est gratuit. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.